édition spéciale. Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. En direct de l'Institut du cerveau à Paris. Plaisir d'accueillir Stanley Durleman et puis Thomas Nedelec qui vont nous parler d'algorithmes et vraisemblablement de calcul, de statistiques, puisque vous faites partie de ceux dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs, qui permettent de remonter un peu dans le temps. Mais de remonter dans le temps, Stanley, uniquement sur un point de vue médical. Ça veut dire qu'on ne reconstitue pas la vie d'un individu atteint d'Alzheimer ou de plusieurs individus pour avoir des statistiques, mais on reconstitue en fait les vies médicales de ces individus et uniquement celles-ci. Oui, tout à fait. L'idée, c'est d'arriver à construire ce qu'on appelle des modèles, mais on a parlé de modèles tout à l'heure, il s'agit ici de modèles statistiques et qui permettent de prédire comment un patient évolue quand il est atteint de la maladie ou même avant qu'il soit diagnostiqué. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est souvent mis sous le vocable un peu de l'intelligence artificielle, qui est un mot que je n'aime pas beaucoup, mais qui est très à la mode et permet peut-être aux auditeurs de comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit justement de faire dire aux statistiques autre chose que ce qu'elles disent d'habitude. D'habitude, on dit en moyenne, il se passe quelque chose. En moyenne, la grippe se résorbe en 7 jours. Là, l'idée, c'est de dire, non, vous, monsieur, c'est pas 7 jours, ce sera plutôt 3 ou ce sera plutôt 10. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'analyse de grandes quantités de données nous permet de comprendre quels sont les facteurs dans un individu qui va faire que chez lui, la grippe sera plus longue et plus difficile, et chez d'autres, elle sera plus rapide à se résorber. Donc on passe d'un paradigme où on disait, le médecin disait, oui, vous avez la grippe, vous savez, à peu près en 7 jours, ça sera fini, à un paradigme où on dit, non, vous, monsieur, parce que vous avez telle ou telle caractéristique, et peut-être on identifie des différents facteurs de l'individu qui permettent de dire que pour vous, la grippe, c'est plutôt 3 jours ou c'est plutôt 12 jours. C'est le même principe qu'on utilise, mais pour la maladie d'Alzheimer, et c'est un petit peu plus compliqué. Pour bien planter le décor, vous rassemblez combien de données et depuis quand ? Alors en fait, on s'intéresse à deux sujets un peu différents, qui sont deux sujets à mon avis essentiels pour améliorer la prise en charge des patients. Le premier sujet, c'est le sujet du repérage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne de 65, 70, 75 ans peut se plaindre de sa mémoire, peut se plaindre de ses fonctions cognitives, même si elle n'exprime pas forcément avec ces termes-là. Et la question, c'est de savoir parmi ces personnes-là, est-ce qu'on est capable de repérer les plaintes qui sont bénignes, des plaintes qui sont suspectes et qui vont nécessiter une prise en charge. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire ça. Et ça passe par l'identification de facteurs de risque. Et donc pour ça, on travaille, et Thomas pourra en parler plus longuement, sur essentiellement l'historique médical des patients. Et il y a un deuxième sujet, qui est, une fois que le patient... on a identifié un trouble suspect, qu'il est effectivement inclus dans un parcours de soins, est-ce qu'on est capable d'anticiper le décours de la maladie ? Aujourd'hui, on a toujours un coup de retard sur la maladie. Donc aujourd'hui, la maladie avance et puis on va réagir. Voilà. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'utiliser des outils numériques qui vont permettre d'avoir un coup d'avance sur la maladie et d'essayer éventuellement de déjouer, évidemment, ces plans. Alors ça ne répond pas à la question que je vous posais. Ah bon ? Combien de données et de quel type ? Donc ça dépend. Du coup, dans le premier cas, on utilise des historiques médicaux. On a plusieurs millions d'historiques médicaux sur plusieurs pays. Donc on travaille des données issues de France, bien sûr, mais aussi d'Angleterre, de Suède, d'Australie. Et donc ça, c'est des données d'assurance maladie des différents systèmes de soins. Et puis on travaille sur d'autres types de données qui sont des données médicales. Donc on avait parlé des biomarqueurs tout à l'heure, biomarqueurs biologiques, biomarqueurs sanguins, imagerie, examens cliniques. Et pour ça, on utilise des cohortes qui sont relativement plus faibles, de l'ordre de plusieurs milliers de patients. On est à 6 000, 10 000 patients. Mais dont on a suivi du coup l'histoire de la maladie de manière beaucoup plus fine, avec beaucoup plus de données et sur des beaucoup plus longues périodes de temps. Alors Thomas Nedelec, comment on passe ensuite, une fois qu'on a remonté le temps et rassemblé ces millions d'informations, comment on passe à un modèle de prédiction ? Bonjour Frédéric. L'idée aujourd'hui, c'est de rassembler toutes ces données pour ensuite utiliser des algorithmes. Donc en fait, on a fait d'énormes progrès aujourd'hui en algorithmie donc en fait, ces algorithmes, ils ont été pas mal utilisés pour plein d'autres applications. En fait, les grosses entreprises, Google, Facebook, les ont utilisés pour faire des recommandations, des choses comme ça. Et donc, il y a eu des énormes progrès en informatique. Et donc, l'idée que nous, aujourd'hui, qu'on a, c'est d'utiliser toutes ces données de santé qui sont en fait des mines d'or dans lesquelles on voit la progression de la maladie, parce que notre principale hypothèse, c'est que la maladie met des années à apparaître.
donc la radisée une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Et donc il y a des premières manifestations, c'est des manifestations qui ne sont pas spécifiques. Donc on n'est pas capable sur une manifestation donnée de dire ah bah là il va y avoir un risque très important de développer une maladie. Mais l'hypothèse c'est que si on est capable de rassembler plusieurs manifestations différentes, on va être capable d'être plus spécifique et pouvoir, comme le dit Stanley, pour pouvoir en fait gagner un peu la course contre la montre, contre la maladie, parce que aujourd'hui on a parlé beaucoup de l'amyloïde. En fait, les hypothèses derrière ces protéines-là, c'est que c'est des déchets qui sont toxiques pour les neurones. Et donc, en fait, on perd un nombre de neurones parce qu'on a trop de ces protéines. Et donc, l'idée pour gagner la bataille, ça serait d'intervenir le plus tôt possible parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne sait pas faire ressusciter des neurones. On sait juste détruire certaines protéines. Et donc, si on est capable de nettoyer le cerveau suffisamment tôt, on est capable de garder ces neurones. Et donc, nous, l'idée, c'est avec toutes ces données médicales, ces visites chez le médecin généraliste, on est capable de distinguer certains profils de patients qui sont plus à risque de développer une maladie neurodégénérative. Alors quel type de profil? Cette question s'adresse à l'un ou à l'autre, comme vous voulez. Alors on part des facteurs de risque qui sont connus, c'est-à-dire que donc on en a parlé aussi, c'est-à-dire qu'il y a la communauté scientifique s'est mise d'accord sur aujourd'hui on est capable d'expliquer, la communauté scientifique pense qu'on est capable d'expliquer 40% du risque avec la dépression, la perte d'audition, l'hypertension, tous les risques cardiovasculaires. Il y a encore 60% qui sont complètement inconnus et ça c'est aussi une des motivations de notre recherche, c'est-à-dire que en rassemblant toutes ces différentes bases de données, on est capable d'essayer de reconstruire le puzzle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une partie du puzzle, et l'idée, c'est que si un jour on a tout le puzzle, on sera capable vraiment de vraiment comprendre les différents profils de patients qui vont développer une maladie neurodégénérative. Donc là, à 40% sûr, vous avez un profil type à nous donner ou pas du tout? Non, ça reste. Il y a toujours beaucoup d'incertitudes, et c'est en fait aujourd'hui les facteurs de risque sont pas spécifiques. C'est pas, on dit pas j'ai une dépression, je vais développer une maladie d'Alzheimer. En fait, même on se demande même si la maladie d'Alzheimer, dans sa progression, va aussi causer des dépressions. Donc, en fait, c'est des liens qui sont très très compliqués, qui sont sûrement dans les deux sens, la dépression qui cause la maladie et la maladie qui cause la dépression. Donc aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'on fait de la recherche, qu'on travaille beaucoup là-dessus, c'est qu'on essaie d'affiner notre connaissance des facteurs de risque et de la progression de la maladie. Allez-y Stanley. Oui, je voulais juste rebondir sur l'histoire des 40%. C'est sûr que si je vous dis que vous avez 40% de chance de développer une maladie, je veux dire ça vous fait une belle jambe. Parce qu'avec ça, qu'est-ce que vous faites? Et donc je pense que c'est vraiment important de comprendre cette notion effectivement de facteurs de risque dont on a beaucoup parlé. Et les facteurs de risque qu'on a pour cette maladie expliquent, me dit Thomas, peu de qu'on appelle en jargon la variance, c'est-à-dire c'est assez peu prédictive en réalité. Elle est un peu, mais pour le commun des mortels et pour nous dans la vie de tous les jours, c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser. C'est pas un test au sens un test de grossesse qui vous dit oui vous êtes enceinte, vous n'êtes pas enceinte. C'est pas de la même nature. Et donc il faut comprendre l'usage qu'on va pouvoir faire de ces tests. Il y en a qui disent et qui prétendent pouvoir effectivement avoir un test sanguin et dire dans 10 ans vous allez avoir une maladie d'Alzheimer. Voilà, aujourd'hui la science n'en est pas du tout là. Il faut bien comprendre ça. On est vraiment à des années-lumière de ça. Je pense d'ailleurs même que ça n'existera peut-être jamais. C'est pas pour autant que c'est pas intéressant à faire. Il faut bien comprendre qu'on est dans une démarche en fait de filtrage, c'est-à-dire qu'il y a une prévalence de cette maladie qui augmente avec le vieillissement. On a de plus en plus de personnes qui sont à la fois alertes sur ces sujets de j'ai des troubles de mémoire, qu'est-ce qui se passe? Donc il va falloir vraiment arriver à utiliser ces facteurs de manière judicieuse pour faire des tris. Je dirais, à gros grains d'abord, en faisant le tri entre ce qui est une plainte d'un hypocondriaque anxieux, de ce qui est d'authentiques plaintes suspectes qui méritent un suivi. Et mettre en place derrière toutes des étapes successives de suivi de plus en plus lourds à fur et à mesure que le risque ici peut s'approfondir avec des examens complémentaires et peut se mesurer de manière plus fiable. Voilà, donc on n'est pas... Il ne faut pas laisser croire que demain, on va aller en pharmacie, on va acheter un test et on saura si on a Alzheimer dans 10 ans. Voilà, c'est vraiment pas du tout la logique. On est dans une logique de prévention et de repérage qui s'inscrit dans un système de soins. C'est très clair. J'ai abordé le sujet, alors il était peut-être un peu bas de gamme avec mon premier invité, mais c'est vrai qu'on a quand même des géants de l'informatique mondiale qui génèrent ou récoltent des données assez incroyables sur nos comportements, notre vie, si on voyage, ce qu'on mange, ce qu'on achète et ainsi de suite. Là, vous cantonnez un parcours médical. Est-ce qu'il y a une raison à ça ou est-ce que vous pourriez aller plus loin et du coup détecter d'autres types de risques ou de facteurs de risque? Donc on se limite aux facteurs médicaux, je dirais pas par
par conviction, plutôt par réalisme, parce que c'était vraisemblablement un bon point de départ, mais je vous rejoins tout à fait qu'en fait, il est nécessaire d'aller plus loin et de comprendre effectivement comment des changements fins de comportement ou de mode de vie peuvent être des signes annonciateurs d'une maladie. Donc il y a effectivement des projets portés par des entreprises effectivement que vous mentionnez, où on barre une maison de capteurs, de caméras, et puis on va essayer de regarder des signaux extrêmement faibles sur des changements de comportement. Voilà. Sans aller jusqu'à cet extrême-là, je pense que oui, il est nécessaire effectivement de ne pas se cantonner uniquement à la sphère médicale, et qu'il y a vraisemblablement dans tout les données qu'on génère dans notre vie quotidienne, beaucoup d'informations pertinentes. Après, bien sûr, il faut le faire dans le respect de la vie privée, dans le respect des réglementations, dans le respect des règles éthiques et déontologiques qui sont absolument nécessaires. Oui, mais on nous disait tout à l'heure que justement les patients, c'était Lara qui nous disait ça, que les patients étaient tout à fait enclins à partager un maximum de choses pour aider, contribuer. Et là, pour le coup, ils pourraient aussi aller un peu plus loin et vous fournir d'autres données cruciales. Absolument. Enfin, c'était un espoir. Après, il faut trouver le cadre effectivement réglementaire dans lequel le faire, trouver les bons partenaires pour le faire, travailler en confiance. Mais effectivement, et je remercie souvent les patients, et je confirme ce que dit Lara, sont très volontaires pour participer à des études, sont très volontaires pour partager de leurs données, et on les remercie parce que c'est ce qui nous permet de travailler tous les jours. Mais la vraie question, c'est vraiment la question du consentement, et c'est ça qu'il faut faire. C'est là où il faut faire très attention, de vérifier que le consentement du patient et pour qu'il donne ses données. Mais oui, je pense que faut vraiment être conscient que toutes ces données médicales, c'est une mine d'or pour les chercheurs, c'est une mine d'or pour essayer de comprendre mieux ces maladies et essayer d'améliorer leur prise en charge. Alors vous en parliez tout à l'heure, Thomas, vous disiez qu'il y avait quelques maladies identifiées qui peuvent laisser pressentir l'arrivée d'Alzheimer ensuite. Ce n'est pas une source 100% fiable, vous l'avez précisé. Il y a une question qui est arrivée sur le hashtag Institut Cerveau. Parmi ces maladies qui ont été identifiées comme facteurs de risque, qui sont plutôt fréquentes, quand on parle de dépression, c'est même de plus en plus fréquent. Comment expliquez-vous que certaines personnes atteintes par plusieurs de ces maladies ne développent pas la maladie d'Alzheimer? Donc là, c'est encore des mécanismes qui sont encore à élucider, mais il y a la principale hypothèse qui sort d'une sorte de réserve cognitive, c'est-à-dire qu'on en reste à le cerveau, il va plus ou moins résister à l'attaque de ces toxiques, et le fait de perdre un certain nombre de neurones va avoir plus ou moins d'impact sur la cognition. Et donc en fait, l'idée, ça serait que ces personnes vont la développer, mais peut-être beaucoup plus tard que d'autres. Donc on ne sait pas encore, et on ne sait pas encore expliquer si des patients avec ces facteurs de risque-là, s'il y en a qui vont développer la maladie à 75 ans, d'autres à 85 ans. On a parlé, Marie-Claude a beaucoup parlé de la génétique. Je pense qu'il y a aussi des interactions, c'est-à-dire si on a un certain profil génétique, on va plus ou moins résister à ces facteurs de risque qui sont une perte d'audition, une dépression, choses comme ça. Donc en fait, c'est très intriqué ce puzzle. Il y a des liens entre l'environnement, entre la génétique, et c'est la principale hypothèse qui expliquerait. Là aujourd'hui, vos travaux produisent des résultats concrets. On peut les appeler comme ça? En fait, nos travaux, c'est vraiment aussi pour compléter ce puzzle, c'est-à-dire que la communauté scientifique, on essaie de vraiment trouver des associations statistiques qui permettent de montrer qu'est-ce qui est présent dans la maladie 5, 10 ans, 15 ans avant. Donc oui, nos travaux, et aujourd'hui, ils essaient d'améliorer cette vision. L'idée ensuite, ça va être, d'essayer de permettre d'affiner le parcours de soins en combinant nos travaux avec des gens qui travaillent sur de l'imagerie médicale, sur des tests sanguins, parce qu'on se dit qu'avec différentes approches comme ça, on va être capable de voir des patients et de les détecter un peu plus tôt pour un jour que les traitements qu'on met en place aujourd'hui pour nettoyer le cerveau de ces protéines soient efficaces. Pour l'instant, ces travaux ont montré qu'ils arrivaient à enlever les protéines du cerveau, mais n'avaient aucun impact, ou alors un impact très très minime sur la progression de la maladie. Il y a aussi d'autres, si je peux me permettre d'ajouter d'autres produits assez concrets de cette recherche. Par exemple, on a développé des tableaux de bord en fait, pour des neurologues, où une fois que le patient est venu, par exemple ici à l'hôpital, et a fait une série d'examens, à la fois de l'imagerie et un examen clinique, le neurologue peut avoir effectivement sur sa console un profil de progression prédit par nos modèles, en disant voilà, vous avez en face de vous un patient dont on pense, avec toute la précaution qui est nécessaire, que c'est une personne qui va décliner relativement de manière assez stable et progressive dans le temps, ou vous avez en face de vous une personne qui peut-être va décompenser très rapidement et va décliner pour certaines fonctions dans les quelques années qui viennent très, très vite. Et donc on va essayer d'utiliser
cette information-là pour adapter la prise en charge. Pour ne pas avoir une prise en charge qui est uniforme et identique pour tout le monde. Aujourd'hui, tous les mêmes patients sont traités de la même manière, et comme je disais souvent avec un coup de retard. En ayant un coup d'avance, grâce à ces outils-là, grâce à cette information qu'on va pouvoir donner au personnel de santé, on va espérer pouvoir mettre en place des parcours de soins qui sont plus adaptés. Certains peuvent encore rester chez eux avec une surveillance relativement lâche, et d'autres, même si aujourd'hui il n'y a pas forcément de sujet d'inquiétude, on sait qu'il faudra avoir une surveillance plus accrue. Cette sorte de feuille de route ou de grille de lecture que vous proposez, elle est également partagée avec le patient ? Alors aujourd'hui, on est en phase de test. Donc voilà, c'est des outils encore malgré tout de recherche, mais s'il y a un réel effort d'implémenter ça, mais il y a une phase d'abord de validation et d'études cliniques à faire. Donc c'est là où on en est aujourd'hui. Dans cette phase-là, il y a toute effectivement une discussion de quelle est l'information qu'on partage ou non aux patients, et surtout la manière de le dire. C'est comme une annonce diagnostique. Une annonce diagnostique, c'est pas juste des mots, c'est aussi un contexte, c'est aussi une relation, et c'est donc sur cet aspect-là qu'il convient de travailler aujourd'hui. On voit que l'humain, même si vous êtes dans les algorithmes tous les deux, l'humain reste au cœur de vos préoccupations. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Vivre FM pour cette journée mondiale Alzheimer, en direct de l'Institut du cerveau. Donc Stanley Durleman, co-chef de l'équipe Aramis Algorithmes, modèles et méthodes pour les images et les signaux du cerveau humain. C'est un peu long, mais c'est compréhensible. Et puis vous travaillez avec Thomas Nedelec, post-doctorant dans cette équipe. Merci à vous d'être venu nous expliquer des chiffres de manière assez simple.